Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 16 novembre 2021. Donc bon, le moment du nettoyage est venu, on va en parler sur le Bitcoin. C'est un petit peu l'alerte entre guillemets qu'on tenait ensemble depuis plusieurs temps. On savait pas trop quand est-ce, enfin on connaissait les signaux techniques qui sont apparus du coup aujourd'hui, j'y reviendrai après. Mais en termes d'order flow, on en parlait ensemble. Tôt ou tard, il y aura un mouvement pour nettoyer. Est-ce qu'on aura un dernier mouvement aussi avant ou autre? Bon, voilà, on voit que non, du coup, on nettoie maintenant. On verra si techniquement ça change quelque chose ou pas, ou si juste on est simplement dans un marché qui a besoin de sortir des personnes avec un petit peu trop de levier pour récupérer la liquidité plus bas. Du coup, on parlera de Bitcoin, Ether et Litecoin aussi, justement. Donc tant mieux, c'est bien qu'il est en train de retracer, comme ça je peux vous parler des niveaux intéressants, etc. etc. pour ceux qui, justement, voulaient une analyse sur Litecoin. D'ailleurs, j'en profite, hein, n'hésitez pas, si vous voulez une analyse d'un quelconque asset, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Les commentaires les plus likés, je prends en compte vos assets et je les analyse dans des prochains briefs. Alors du coup, le Bitcoin qui est en train de commencer son mouvement correctif, donc le mouvement de fameux nettoyage. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que oui, on avait la zone de combat, rappelez-vous. On est sorti de cette zone de combat par le sud, donc ça, c'est pas bon du tout. Et également rappelez-vous, on avait dit si on rebascule sous cette zone, c'est pas bon du tout. Et là, du coup, on est en train de rebasculer sous cette zone, et on avait dit si on rebascule sous cette zone, l'objectif c'est de venir bouffer les creux ici. Donc en gros, de retourner sous 57 600 $, chose qu'on va probablement faire maintenant. Est-ce que techniquement ça change quelque chose au marché? Est-ce que d'un coup il devient extrêmement bearish ou autre? Pour moi, non. On est juste dans un mouvement type de retracement et donc de nettoyage. On sort les acheteurs qui sont rentrés trop tard avec trop de levier, etc. Faut les punir, on peut pas faire gagner des mecs en x50 au top, c'est pas possible. Du coup, faut les sortir, et pour moi, ce n'est qu'un retracement pour le moment, bien évidemment. Et c'est ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle personnellement un mouvement de nettoyage. Donc on nettoie les gens qui sont un petit peu trop exposés au marché avec un petit peu trop de risques pour récupérer de la liquidité plus bas. Donc là, c'est le moment. Ça y est, on est en plein dans ce moment-là. Et donc, quels seraient les objectifs? Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Ah oui, c'est ce qui vous intéresse. Est-ce que c'est bear market? Bah, il suffit de regarder les charts en mensuel ou autre. On peut difficilement parler de bear market ici, hein, pour le coup. Donc, c'est une grosse résistance. On a du mal, on rejette. Et on est loin d'être en bear market. En tout cas, techniquement, on est loin d'être en bear market pour le moment. Donc, pour l'instant, ça va, on va dire. C'est simplement un nettoyage type leverage. Du coup, il va falloir un peu serrer les dents et ne pas trop regarder le wallet si vous êtes sensible et que vous êtes vite réactif parce que oh là là, ça baisse, je dois vendre, je dois racheter plus bas, etc. Ça peut vous porter préjudice d'être un petit peu trop sentimental. Après, je vous cache pas que techniquement, je garde toujours ma zone des 53 000 en tête, hein, qui est la fameuse zone des liquidations. Là, on liquide tout le monde, en gros. Tous ceux qui sont rentrés sur les contrats dérivés, on les dégage. Donc là, ce serait vraiment un gros nettoyage profond dans les 53 000. Donc les alts vont en pâtir, bien évidemment. Mais à mon humble avis, ça ne sera encore qu'un nettoyage pour repartir ensuite. Et donc, les objectifs très court terme, assez proches du prix, on a les 57 600 qui correspondent donc au creux. Donc simplement, soit on s'arrête ici, on chasse des stops, on repart. Dès qu'on voit des W, on est sorti d'affaires et le marché se retourne. Également, j'utilise le volume profile pour me permettre de voir où est-ce qu'on a des creux dans la value, pour me dire, ok, j'ai deux extrémités, j'ai une zone de liquidité intéressante pour que, enfin, j'ai une zone où les whales peuvent capturer de la liquidité pour acheter ce marché tout simplement, et c'est entre les 55 300 et les 60 000. Donc là, en gros, on est en plein dedans. Si le marché se retourne ici, ça veut dire, enfin, c'est la première zone où les whales peuvent capturer de la liquidité pour acheter massivement en achetant et les stops des gens et leur panique. Donc ça, c'est pour le spot. Et sur les contrats dérivés, bon, bah, les liquidations des retails pour que les baleines puissent s'en servir pour recharger des bags assez conséquents, capturer beaucoup de liquidité. Si ce n'est pas ici, la prochaine zone sera entre les 51 800 environ et 53 700. Donc là, ce serait plutôt par ici, quoi, pour le coup. Hop. Vers les 55 000 $, je dirais, honnêtement. Jusqu'à 52 000 $ environ. Donc la fameuse zone, je vais y arriver, de liquidation et de stop que j'ai identifié. Pourquoi je l'ai identifié ici? C'est très simple. Et pourquoi je pense aussi que le marché a très peu de chances de basculer sous les 53 000 $, ça va être compliqué d'aller dessous. Parce que les gens sont restés... en gros, le marché est monté... Pourquoi la fin? On va reprendre les bases. Le marché est monté massivement avec des achats de spot jusqu'environ 51 000 $, 55 000 $. Ensuite, comment je sais ça? Parce que les spreads sur les dérivés étaient négatifs. C'est-à-dire que quand on a un spread qui est négatif sur le dérivé, en gros, quand le prix du dérivé est sous le prix du spot, ça veut dire que la pression vendeuse est plus importante sur le dérivé, mais surtout que la demande est moins importante. Donc le marché est porté par de l'achat spot. Et donc on revient très rarement, voire jamais quasiment, sous les zones d'achat qui ont été faites massivement sur le spot. Donc par exemple ici, vous prenez tout le spread négatif,
et vous regardez ça correspond à quelle zone, donc ça correspond à toute cette zone. Donc cette zone, on n'est pas censé y toucher. Tout ça, ça a été de l'achat spot massivement. Donc c'est pour ça que pour moi, sous les 52 000, ça va être compliqué, voire 51 000, c'est quasiment, pas dire impossible, mais il y a tellement une grosse demande sur le spot que pour moi, c'est compliqué qu'on aille vers sous ces niveaux d'achat, tout simplement. Sous ces niveaux de prix, parce qu'il y a énormément d'acheteurs sur le spot. Donc pour moi, si vraiment il y a un mouvement type correctif, cette zone est très 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 intéressante à venir chercher, j'en suis conscient. La zone des 52 000 à 53 600 $, qui probablement posera un bottom ensuite. Pour si jamais on ne va pas chercher ces zones, comment identifier un bottom? Lorsque vous allez revoir des W se former avec des spreads négatifs, ça c'est important. Là on commence à avoir des spreads négatifs, ça voudra dire que les gens commencent à être fortement bearish et que c'est le moment de retourner le marché. Comme c'était le cas ici par exemple, où là on a beaucoup de spreads négatifs, le marché fait les W, on se retourne, on pump bien. Le marché fait toujours ça. Donc là j'ai les spreads de Binance, mais j'ai aussi les spreads de Bybit, eux ils sont déjà dans le négatif. Donc là sur Bybit, on est déjà dans une peur assez importante. Mais nous ce qu'on veut, c'est un marché qui consolide, voire qui monte avec des spreads négatifs. Là si les spreads sont négatifs, c'est parce que les gens paniquent et qu'il y a beaucoup de liquidation, ce qui fait qu'il y a des décalages de prix. Mais dès que la volatilité se sera calmée, il faudra voir comment les spreads vont réagir. Mais en tout cas là les spreads se calment bien. Donc ce qu'il faudrait c'est vraiment rester neutre, voire négatif quelques temps, histoire d'être conscient que ça y est, les acheteurs de dérivés sont pas là pour le moment, qu'ils sont en vacances, ils sont fait liquider, donc je pense pas qu'ils peuvent partir en vacances les pauvres. Mais du coup, oui, il y a moins de gamblers, entre guillemets, et tout simplement, c'est ce qui fait que le marché peut repartir avec la demande spot. Et du coup, des whales qui peuvent rentrer plus bas, de la smart money, peu importe. Aussi, une chose que je veux ajouter, c'est l'exemple que je donne aux élèves tout à l'heure. Imaginez que vous êtes patron d'un casino et depuis 2-3 semaines, il y a tous vos clients qui gagnent, ou une grosse majorité de vos clients qui gagnent et vous faites plus de pognon. Là, vous avez sacrément envie de faire une petite combine pour que ces mecs puissent perdre du fric et que vous puissiez rehausser le chiffre d'affaires. Donc les exchanges ne fonctionnent pas. En fait, les exchanges n'ont pas d'intérêt à ce que les clients directement se fassent liquider. C'est-à-dire que quand un client se fait liquider, Binance récupère l'argent qu'il a prêté, il met les frais qu'il a mis dans sa poche, donc comme un crédit bancaire, admettons, la banque met l'argent, met l'intérêt dans sa poche. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que tout simplement, pour le coup, même si les clients de Binance gagnent, Binance, ça lui coûte rien en fait, parce que c'est les perdants d'en face qui vont financer les gagnants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Binance, lui, pour faire son fric, Bybit aussi, il a besoin d'avoir beaucoup d'exécutions de trades. Binance et Bybit sont payés majoritairement grâce aux exécutions des trades. Donc quand vous allez acheter ou vendre, vous allez payer des frais, et ça, Binance, il est content parce qu'il met du fric dans sa poche. Ça, Binance, ça l'arrange. Mais si d'un coup, il y a tout le monde qui achète, et qu'il n'y a plus que des acheteurs, et qu'il y a peu d'ordres qui sont exécutés parce qu'on liquide plus beaucoup de vendeurs, ça aussi, on peut le voir ici. Hop. Donc quand il y a des vendeurs qui sont liquidés, c'est bien. Mais quand il y en a de moins en moins, là, ça devient compliqué. Là, par exemple, on liquide de moins en moins de vendeurs. Donc il y a de moins en moins de positions qui se ferment, de rachat de positions, donc d'ordres exécutés au marché. Et pareil, en termes d'acheteurs, on liquide pas beaucoup. On fait des petites chasses de liquidation, mais rien d'exceptionnel. Donc Binance et Bybit et les exchanges se font moins de pognon, parce qu'il y a de moins en moins d'ordres qui s'ouvrent et qui se ferment. Mais là, du coup, c'est intéressant d'aller chercher les grosses liquidations, les liquidations majeures, là où il y a beaucoup de liquidations, parce que ça va clôturer beaucoup de positions, et ça va permettre d'exécuter beaucoup de positions au marché. Donc là, Binance se fait un paquet de pognon. Parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont exécutés, donc beaucoup de frais qui sont payés, et aussi ça leur permet aussi de récupérer l'argent qu'ils ont prêté, et de bien se mettre les fundings dans la poche. Donc ça, c'est tant mieux, c'est tout bénef pour eux. Et ce qu'il faut aussi, pour aller chercher des liquidations, c'est des acheteurs qui ont envie d'acheter dans ces zones de liquidation. Donc ça, par exemple, soit c'est l'exchange lui-même qui sait qu'on va... Enfin, l'exchange peut acheter, entre guillemets, donc ça c'est de la manipulation. Normalement, un exchange n'a pas le droit de trader contre ses clients, mais Binance ne s'en cache pas, ils l'ont jamais dit, mais voilà, on sait tous très bien qu'ils le font. On n'est pas dans un environnement régulé, donc pourquoi ils le feraient? Pourquoi ils ne traderaient pas contre leurs clients? Donc si par exemple, le patron de Binance ou les gars de chez Binance, ils savent qu'il y a un paquet de liquidation dans les 54 000, 55 000 $, eux, ils peuvent avoir envie d'acheter ces liquidations pour retourner le marché derrière. Donc en gros, le train est déchargé, donc leurs clients se font liquider, donc ils récupèrent tous les frais de transaction des positions, et en plus de ça, eux, ils achètent pas cher, et ils peuvent retourner le marché derrière. Tout simplement, parce qu'ils ont l'argent pour le faire. Et il y a aussi le rôle des market makers, d'apporter de la liquidité nécessaire là où il y en a besoin. Donc quand il y a des grosses liquidations, le market maker se doit de les acheter aussi, ou de s'arranger pour qu'il y ait assez d'acheteurs dans ces zones, pour pas que ça puisse devenir dramatique, comme par exemple en mars 2020 sur BitMEX, où ils ont dû couper l'exchange parce que on n'arrivait plus à acheter les liquidations, et on aurait très vite pu tomber à, 1000, 1500, 800 $, parce qu'il n'y avait personne pour acheter les liquidations, et ça devient vite problématique.
Voilà, voilà. Du coup, on regarde par exemple sur Deribit, des exchanges style dérivés, où est-ce que les gros ont envie d'acheter. Et là, pour le coup, on voit que les gros ont envie d'acheter entre 53 800 et 55 000. Enfin, il y a de gros ordres qui attendent. Est-ce que c'est dire qu'on va y aller? Non. Mais en tout cas, s'il y a des grosses liquidations qui attendent, ça peut arranger Deribit d'aller faire un petit tour là-bas pour exécuter les millions qui attendent à l'achat, mais aussi les millions qui attendent en liquidation. Et comment savoir ça? Là, c'est grâce à un outil de liquidation que je peux récupérer ça. Il y a des pics de liquidation assez intéressants à venir chercher dans les 58, 56 000, 54 000. Et ici, 53 000 dollars environ, c'est le plus gros pic de liquidation qu'on a dans les 53 000 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller encore une fois, mais s'il y a beaucoup de gens liquidés, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ces prix, bah c'est tout bénef pour l'exchange d'y aller, tout simplement. Voilà, voilà. Du coup, je pense que ici j'ai fini pour le Bitcoin Order Flow, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une chasse à la liquidité très très probablement. Le marché fait aussi souvent la même pattern, un M un peu dégueulasse, W on se retourne. Là le train était vide donc on a pu bien monter, sauf que là le train est chargé d'acheteurs, du coup on fait le M, on fait le W, mais ça mène à rien. Du coup on vient chasser les stops des vendeurs, on se retourne, on chasse les stops aussi des vendeurs. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler. Mais hier, pardon, j'en avais parlé aussi également hier, qui était que si on venait juste chercher cette zone ici, là, au-dessus des stops des vendeurs, et que le marché se retournait et qu'on commence à revenir vers les supports, ça c'était pas du tout bon signe. Ça pourrait ouvrir les portes justement à chasser sous ces creux, chose exactement qu'on est en train de faire. Donc je dis pas que je prédis l'avenir, loin de là, et c'est pas du tout mon rôle en tant que trader. Et c'est pas pour dire oui, je l'avais dit, non, t'en fous. Le principal, c'est juste pour comprendre justement comment le marché fonctionne pour la liquidité. C'est ça que je vais vous expliquer, qui est que quand un marché justement il y a des gars qui veulent shorter, pour shorter, ils ont besoin des liquidations ou des stops des vendeurs. Parce qu'un vendeur qui se fait liquider ou qui se fait stopper, ça devient un acheteur. Et donc, il achète la position d'un autre mec qui peut shorter. Donc, les gros peuvent se servir justement des stops des shorteurs précédents. Donc, un shorter, quand il clôture sa position, ça devient un acheteur et il rachète sa position. Donc, il permet en gros de financer la liquidité à un vendeur en face qui, lui, souhaite ouvrir un short. Et donc là, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Les gars qui avaient l'argent pour retourner le marché ici et donc du coup se servir de cette liquidité de shorters, ils ont pu retourner le marché ensuite. Et eux, ça leur a bien plu de venir péter les stops et les liquidations au-dessus du sommet ici pour bien recharger en short, pour faire le mouvement baissier derrière, pour se faire du fric. Tout simplement. Et du coup, les prochaines zones, du coup mon rôle c'est d'identifier les prochaines zones de stop. Donc là on avait 61 000 on a pété, 60 100 on a pété, 59 400 on a pété. Donc la prochaine zone de stop, c'est 57 550. Si le marché trouve aucun bottom ici, c'est-à-dire une structure de retournement pour réinverser la dynamique, le marché a de grandes probabilités d'aller sous 57 550 dollars pour continuer de chasser un petit peu plus. Et ensuite, prochaine zone de stop. Donc les prochaines zones de stop se trouvent ici, sous les 56 000 environ, 56 600 dollars. Et là, du coup, soit on s'arrêtera ici, ça c'est vrai que je vais la prendre en compte, parce qu'il y a aussi de grandes chances de s'arrêter ici. Hop. Avant dernier level pour la chasse aux liquidités. Et si jamais ici ça se fait totalement défoncer, c'est qu'à ce moment-là, ils veulent récupérer l'amas de liquidité qui attend ici entre 52 et 53 000, et ça correspond au premier arrêt que je vais venir identifier. Hop, on va changer de chart. Oups, x3 divisé par 2, ça va pas le faire. Bon, en vrai, ça change rien. Hop, et donc où est le premier arrêt? Il est tout simplement... On prend le bottom, on prend le top. Si nous sommes bel et bien dans un bull market, ce qui a l'air d'être le cas, nous ne pouvons théoriquement retracer sous les 53 500 dollars. Donc normalement, c'est la fenêtre de retracement qui s'offre à nous si jamais il y a un mouvement un peu violent ici. Et de ce qu'on voit en termes de liquidité, enfin de ce que je vois au niveau du volume profile, c'est que j'y vois un creux aussi ici. Donc techniquement, on peut mécher un petit peu, mais normalement, on n'est pas censé aller sous ce level. Là, il y a probablement nos amis whales qui vont pouvoir recharger massivement. Est-ce qu'il n'y a pas un emoji whales ici? Je pense que oui, mais bon, je trouve pas. C'est dommage, mais en gros, voilà, les whales vont être contentes. Ici, si on y vient, parce qu'elles vont pouvoir acheter beaucoup de liquidités vendeuses, en fait. Donc remplir des bags à bon prix, on parle quand même d'un mouvement de moins 22%. C'est un bon dip, on va dire, sur le Bitcoin. Voilà, du coup, Bitcoin, j'ai fini. Ethereum, c'est sensiblement la même chose. On avait parlé de la trendline, le moment où ça cède, ça peut rompre du coup la force de la dynamique haussière et lancer un mouvement correctif. Également, on avait vu ensemble, hein, je l'ai rappelé hier, mais quand il y a de nombreuses divergences baissières comme ça, le jour où Williams sort de l'état d'enfoncement, chose qui est faite ici,
ça ouvre les portes justement à un mouvement correctif retracement. Et donc on avait parlé du premier arrêt à 4000 $. Bon, on y est quasiment maintenant, donc c'est un niveau à absolument regarder. Il faut y prêter attention, parce que là ça peut faire office de rebond, mais sinon, le premier arrêt du mouvement entier, donc si Bitcoin vient chercher 53 000, théoriquement, Ether a de grandes chances de lui venir chercher 3600, 3700 $. Donc ça ferait encore un bon discount de moins 12%, ce qui n'est pas exceptionnel hein, dans un bull market. Quand le marché progresse de 80% en 2 mois, de 3 mois, et qu'il baisse de 25%, c'est pas dramatique. Franchement, c'est pas dramatique. On retrace d'un tiers quasiment, voilà, d'environ un tiers. C'est pas trop dramatique. Pour l'instant, ça je supprime, je me focus plutôt sur le premier arrêt court terme ici. Mais sachez que si ça cède, on peut se retrouver vers les 3006, 3007. Ce qui serait totalement pas aberrant et serait probablement le bottom de ce mouvement correctif. Et comment savoir qu'on aura eu un beau mouvement correctif? C'est quand les open interest seront bien faibles, donc là on ne s'est pas mis à jour, sera mis à jour demain, mais il faudrait retourner sous les 50 milliards d'open interest, je pense, pour avoir bien nettoyé le marché, donc va falloir liquider pas mal au cours des prochaines heures et prochains jours. Chose qu'on est déjà en train de faire, hein. Ça liquide pas mal, bon, ça liquide sur d'autres types de contrats, également. Ici, l'open interest, il a déjà chuté depuis quelques jours, depuis un jour, on va dire. Ouais, depuis hier, il a déjà chuté de 600 millions environ. 600 millions, 600, 700 millions. C'est déjà pas mal. Personnellement, j'estime que pour bien nettoyer ce marché, si on revient entre 6-7 milliards, là j'ai peut-être été un petit peu abusif, mais 6-7 milliards d'open interest, ça sera déjà bien en termes de nettoyage. Donc plutôt vers les 6 milliards. 6 milliards serait bien. Donc faut liquider encore un petit peu, faut décharger un petit peu le train. Voilà, faut avoir un petit nettoyage pour partir, je pense. Donc faut revenir faire peur en fait, tout simplement. Faut réinstaurer un climat de peur, chose qu'on a perdu un petit peu. Si les spreads restent négatifs, chose qui n'est pas encore le cas actuellement, il y a vite des rebonds de 40, 50 $. Voilà, à moindre rebond, les mecs voilà, sont ok pour acheter massivement sur les dérivés. Ça peut être problématique, hein. Là on le voit encore, mais voilà, les spreads sont déjà positifs. Les mecs lâchent pas trop l'affaire pour le moment, c'est ce qui fait que on pourrait avoir une marge baissière un petit peu plus profonde au cours des prochains jours si on trouve pas bottom ici. Donc Bitcoin, Ether, j'ai fini ce que j'avais à dire. En termes d'order flow rapidement, Ethereum, c'est exactement pareil. Un petit peu trop de gens dans le train. Ether, il a été par contre, lui, vite dans le funding négatif. Donc c'est assez intéressant, les spreads se sont vite calmés, mais ils sont pas non plus négatifs non plus sur Binance pour le moment. Également, ce que je vais ajouter, c'est que les open interest, on peut les considérer encore assez élevés. Voilà, on pourrait se dire que de revenir vers les... du coup, je vais zoomer ici. Vers les 3 milliards, ce serait bien, on est encore à 3 milliards 400 millions, voire même 2 milliards 600 millions, ce serait vraiment correct. On reviendrait avant que les gens se mettent à FOMO massivement, en fait. Donc ça permettrait de bien nettoyer. Voilà. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué pour les nouveaux. Pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, je pense que vous comprenez bien, les élèves doivent comprendre aussi. Mais pour les nouveaux, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de comprendre tout ça. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir son plan et de s'y tenir, de savoir ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez acheter, où est-ce que vous allez vendre. Tout ça, c'est juste de la lecture analytique et de se dire, ok, on fait des probabilités pour se dire, il y a telle ou telle chose qui est le plus probable d'arriver. Et du coup, si jamais la prochaine zone de stop sur Ether, c'est sous les 3888, donc là, c'est si on a un nettoyage vraiment important, on peut justement aller chercher ces fameux 3006, 3007 ensuite. Parce que la prochaine zone de stop sur Ether, elle est sous ces niveaux. Là, on a bouffé les zones de stop et de liquidité intéressantes. Là, juste là sur cette bougie là, il y a 4 heures. Enfin, pendant cette bougie 4 heures, donc actuellement il y a quelques minutes, à l'heure où je fais ce brief. Et du coup, on est en plein hiver, donc qui dit plein hiver dit généralement des zones de prix qui sont proposées, qui sont très intéressantes, ou en tout cas une saisonnalité vraiment intéressante pour chasser l'achat. Et du coup, quelles seraient les zones intéressantes? Simplement les zones de rechargement. Donc sur toutes vos altcoins, c'est un type que je vous donne. Vous prenez le précédent creux, donc de septembre, vous étendez jusqu'au top, et vous savez que les zones de rechargement seront de très bonnes localisations pour recharger un marché qui saigne. Pour acheter un marché qui saigne, à ce moment-là, sur Litecoin, ça donnerait entre les 200 $ et les 173 $. Donc depuis le top, ça ferait un mouvement correctif d'entre 32 et 41%. C'est déjà une bonne démarque pour recharger. Sinon, la rechargement long terme, elle est entre 139 et 78 $. Je doute sincèrement qu'on puisse y retourner aussi facilement. Déjà, je doute qu'on puisse bouffer ce creux ici, c'est le gros creux du W. Ça m'étonnerait donc,
Si on revient déjà vers les 175 $, c'est dire un bon prix, je pense, sur Litecoin pour du long terme. Si vous êtes intéressé pour Litecoin, bien évidemment, techniquement, il est extrêmement bullish dans le sens où je retire tous les schémas, mais www, rallye, checkout, nouveau W, donc la structure est super jolie. Fondamentalement, ça vaut ce que ça vaut, c'est un petit peu un bêta-testeur de Bitcoin. Bon, il a sa place, il a pas sa place, ça dépend de vous. Il y a de la smart money qui achète du Litecoin, donc si elle achète du Litecoin, c'est peut-être pas pour rien. Ils ont acheté sur la montée ici, là ils ont plus trop acheté. Ils n'ont pas vendu non plus énormément, et aussi un indicateur vraiment pertinent sur Glassnode, c'est le Reserve Risk ici, qui permet du coup de savoir quand les gros vendent, et en gros, simplement, on estime que le risque est très élevé, c'est quand le prix monte et que les gros vendent. Donc par exemple ici, le prix montait fortement, les gros vendaient, donc on détecte qu'il y a des wallets bien garnis en Litecoin qui diminuent, donc on détecte qu'il y a des ventes, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui fait que le risque d'investir augmente. En revanche, quand le prix baisse et que les gros rehaussent leur wallet en Litecoin, on sait qu'ils achètent. Donc là, on est dans le vert, et là, c'est un bon moment pour acheter. W8 ensuite, très bien. Donc là, c'est le prix. Là, quand on est dans le rouge, c'est le prix, ne prêtez pas attention. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là la courbe grisée quand elle est dans le rouge et dans le vert. Quand on est dans le vert, voire sous le vert, on est très très bien pour l'investissement. Et du coup, là, je vous remets les prix. Et par exemple, quand on est sous le vert, voire dans le vert, Litecoin, il passe de grosso modo 3 $ au top à 300 $. Là, on est dans le rouge. Hop, on est dans le rouge, on vend. Donc on sait qu'en gros, Litecoin, on devait le vendre à partir de grosso modo du 15 décembre jusqu'au 20 décembre. Et donc quand on regarde le prix là, on sait que 15 décembre jusqu'au 20 décembre, c'est le top. Ok? Du coup, c'est pour ça que c'est un indicateur très pertinent, et actuellement, on est où? On est dans le vert. C'est-à-dire que même un Ethereum à 200 $, quand on analyse ce que fait le prix et ce que font les wallets les plus riches augmentent leur back de Litecoin. Ce qui fait que le risque est très faible d'investir parce que les whales le font actuellement. Ça ne veut pas dire que les prix vont exploser, le prix ne peut jamais exploser, mais ça veut dire que, en tout cas en termes de risque, vous investissez là où des professionnels le font, ou là où des gens très riches le font, des whales le font, donc là probablement où les bottoms sont. Ça veut juste dire ça. Et donc, on sait qu'on devra vendre le Litecoin quand il arrivera en zone rouge, et il le fait tout le temps. Que ce soit ici en 2013, où ici il vient toper à 38 $, 50 $ environ avec les mèches. On est dans le rouge ici, c'est le moment de vendre, etc. Dans le rouge ici, c'est le moment de vendre. Là, on n'est pas dans le rouge, donc techniquement, on est loin du top à long terme de LTC. Et quand on voit sa charte honnêtement à long terme, c'est bien bullish. Faut pas se le cacher, c'est bien bullish. Dans le sens où je connais peu de marchés qui arrivent à faire autant de W comme ça. Donc Litecoin est assez bullish techniquement. Et pour du court terme, on a vu ensemble la zone qui peut être intéressante. C'est donc entre les 198 et les 173 $. Simplement, hop, on voit quelque chose comme ça, hop, on est reparti pour un tour, et là on remonte. Juste attendre une structure de retournement idéalement, parce que là on est en train d'avoir un petit M-top qui se forme, ça c'est une structure de top, court terme, donc pour les prochains jours, donc il faudra attendre un retournement de marché. On est en plein hiver, c'est en hiver que les retournements arrivent, donc au cours des prochaines semaines, on pourrait avoir un bottom qui se pose. Également, vous pouvez vous servir de la trendline, de la structure pour bien localiser votre trade. Donc là c'est la plus grosse trendline. Si jamais on y revient aux environs des 165 $, 170 $, c'est vraiment un excellent prix. Mais si jamais il y a aussi cette trendline ici qui peut vous aider aux environs ici des 199 $, 200 $. Donc franchement, je me focuserai plus sur la trendline du W ici. Donc pour le coup, ça c'est la zone qui pourrait m'intéresser. Par contre, je sais plus c'est quoi l'outil, je vais essayer de le retrouver. Arc, voilà. Grosso modo. Tac. Ça, c'est la zone qui peut vraiment être intéressante pour une bonne localisation d'achat. Et également, ce que je voulais ajouter, c'est peut-être une petite MA 200 pour voir où elle se situe. Si elle est sous les prix, ça peut être aussi une bonne localisation pour du dollar cost average. Donc là, j'ai une moyenne mobile classique. À 9 périodes, on va mettre une 200. Voilà, alors en pleine zone de rechargement. Pareil, moyenne mobile 200, très bonne localisation, 180 $. Donc il y a beaucoup de raisons de localisation ici. Ce sera probablement la zone de bottom pour Litecoin. Donc un investisseur professionnel va justement attendre que ce mouvement soit purgé, donc va recharger comme un pro dans les zones de rechargement. Ici, c'est comme le mouvement haussier, les pros ont attendu patiemment qu'on revienne en zone de rechargement pour acheter, pour que le prix puisse repartir. Bah là, c'est la même chose, pour que le prix puisse repartir ensuite, parce qu'à long terme, la dynamique est haussière. Voilà, du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser votre altcoin en commentaire pour que je puisse l'analyser. Également, nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire, il y a des ressources gratuites, n'hésitez pas. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, je vous mets le lien du Discord en description et en commentaire, tout y est expliqué. Donc juste en haut à droite, vous envoyez un message à un des professeurs connectés si vous avez une quelconque question.
ou si jamais vous avez procédé au paiement, vous pouvez l'envoyer au professeur connecté en haut à droite. Quand vous rejoignez via les modalités crypto, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Si vous rejoignez le 16 octobre, 16 novembre, pardon, vous avez donc accès jusqu'au 17 décembre. On rajoute toujours un jour ou deux, ça dépend si on est en week-end ou non. Par contre, via le Patreon, si vous rejoignez le 16 novembre, il y a les refacturations le premier. Donc c'est pour ça qu'en début du mois, je me concentre sur le Patreon, mais ensuite, je me concentre plus sur les modalités crypto parce que c'est plus intéressant pour vous. Les modalités crypto, c'est toujours plus intéressant, entre guillemets. Enfin, pas plus intéressant, c'est toujours intéressant tout au long du mois. Mais les Patreon est là pour les paiements style PayPal ou autre. Donc comme ça, il y a les modalités de paiement pour tout le monde et tout le monde peut avoir accès à l'école. Mais voilà, les modalités crypto, peu importe dans le mois, c'est quand vous le voulez. On me demande souvent, tonton, je veux rejoindre avec les modalités crypto, mais est-ce que je peux le faire en fin de mois? Oui, quand vous voulez. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour un prochain brief. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.